Ok, bonjour à tous. Merci de venir pour cette session. Ça sera notre première session pour ce groupe d'études. Donc, je vais vous présenter l'agenda dans quelques minutes. On est pour l'instant 4 personnes, 4 participants. Cette session sera aussi enregistrée, donc éventuellement d'autres personnes qui n'ont pas pu venir pourront la revoir à loisir. Voilà, donc je me présente, je m'appelle Anne-Marie Roy, j'ai travaillé dans l'informatique pendant pas mal d'années, plus de 20 ans. J'ai travaillé en France pour PeopleSoft et Oracle en tant que consultant technique. Et puis, en ce moment, je reviens d'expatriation. J'étais en Chine, à Shanghai, durant 10 ans. Et donc, durant ces 10 années, j'ai mené une équipe technique à Shanghai. Et puis, j'ai monté ma propre société pour enseigner la programmation et l'intelligence artificielle aux jeunes enfants. Voilà, donc je vais vous donner mon profil LinkedIn dans la présentation. Donc, à tout moment, vous aurez le loisir de regarder mon profil LinkedIn pour avoir plus d'informations me concernant. Alors, je pense qu'on a un petit délai au niveau de la présentation. Donc, j'espère que ça va bien se passer. En tous les cas, le but de cette leçon, c'est de vous présenter comment faire une classification d'images avec la librairie FastAI. Et voilà. Donc, je n'ai pas le temps de vous rencontrer tous. Éventuellement, vous allez pouvoir vous connecter à un environnement que j'ai créé qui s'appelle Slack et qui va être notre environnement de support. Ok, c'est parti. Donc, l'agenda pour aujourd'hui, c'est déjà de vous présenter ce que c'est que FastAI, de vous présenter le groupe d'études FastAI en France, en sachant que j'ai monté également ce groupe d'études en Chine, à Shanghai, et il est très dynamique. Donc, j'espère que ça sera le pareil pour la France. Ensuite, je vais vous montrer comment créer des projets et notamment pour vos projets, comment vous connecter à un fournisseur de GPU. Donc, GPU, c'est Global Game Processing Unit et en fait, c'est un processeur qui est beaucoup utilisé pour les jeux et qui est finalement très utile quand on fait du deep learning, donc l'apprentissage profond. Ensuite, on va faire une classification d'images. On aura quelques exercices que je vous demanderai de faire chez vous. Et la prochaine session, j'aimerais que l'un d'entre vous nous présente ce qu'il a réalisé en termes de classification d'images. Et puis finalement, je vais vous donner quelques ressources de motivation pour cette journée dans l'apprentissage profond. Alors, à propos de FastAI, donc FastAI, c'est une librairie qui a été construite par 2 développeurs. Un développeur qui s'appelle Jeremy Howard, qui est très, très connu dans le monde de l'intelligence artificielle, du deep learning. C'est un Australien. Il a travaillé longtemps chez McKinsey. Ensuite, il a réalisé quelques startups. Et une de ces startups, c'est dans l'imagerie médicale. Et sa startup s'appelle Analytic. Il enseigne aussi à l'Université de San Francisco et donc c'est lui qui a développé FastAI. Je vous donne sa connexion Twitter, c'est Jeremy Howard. Une autre personne s'appelle Rachel Thomas et donc elle est professeure aussi à l'Université de San Francisco et elle a un PhD, un doctorat en maths. Et puis, elle a travaillé pour Uber et Quant par le passé. Là aussi, c'est sa connexion Twitter. Donc, je vous recommande de les suivre parce que c'est intéressant de les suivre puisqu'en fait, ils vont pas mal axer leur développement sur les dernières recherches au niveau de l'apprentissage profond. Et l'avantage, c'est que l'on va bénéficier de ces recherches dans le code. Alors, qu'est-ce que c'est que FastAI? Les objectifs de FastAI, c'est une source d'études puissante concernant les meilleures pratiques actuelles dans l'apprentissage profond. Donc, essentiellement, c'est ces 4 pavés. Donc, c'est un développement de librairie. Donc, après, c'est un développement de MOOC, donc les cours en ligne. Ensuite, c'est de la recherche.
Donc, l'avantage de travailler avec FastAI, c'est qu'en fait, régulièrement, la librairie est mise à jour avec les dernières euh, modifications, enfin, comme on dit en anglais, state of the art, donc les dernières avancées dans le deep learning. Et finalement, c'est aussi une communauté. Donc ça, c'est intéressant également à voir. Donc l'approche FastAI, je pratique FastAI depuis 2017. Donc j'avais beaucoup apprécié leur cours parce que ça vous décomplexe un petit peu. Si vous connaissez rien en deep learning, finalement c'est pas mal d'utiliser FastAI parce que ça vous décomplexe et ça vous permet d'avoir rapidement, de réaliser dès la première leçon une classification d'images. Et donc, on va vous apprendre à le faire et au fur et à mesure des leçons que l'on va voir ensemble, vous aurez la possibilité donc de voir un peu plus en détail ce qui se passe derrière. Donc, le but, c'est de voir comment ça, de réaliser quelque chose. Et ensuite, avec les autres leçons, on verra comment ça marche. Donc là, c'est un slide qui représente tous les sujets que l'on va couvrir. Alors, je sais que pour l'instant, pour certains d'entre vous, c'est des gros mots. Ne vous inquiétez pas, on va les regarder ensemble au fur et à mesure des leçons que l'on va traiter. Alors, ce que les gens disent à propos de l'apprentissage profond et qui ne sont pas nécessairement vrais, c'est que souvent on va vous dire c'est une boîte noire. Et en fait, pas vraiment, parce qu'en fait, il y a pas mal de librairies qui vont vous permettre de voir le contenu d'un modèle et puis de voir comment ce modèle est bâti. Donc, c'est même visuel. Vous avez des librairies qui visuellement vous montrent ces informations. Après, on vous dit il faut avoir beaucoup de données et ce n'est pas vraiment le cas parce qu'en fait, souvent, et notamment c'est le cas pour tout ce qui est la vision par ordinateur ou le traitement naturel du langage, on va s'appuyer sur ce qu'on appelle un learning, transfer learning. Donc, c'est en fait, on va s'appuyer sur des modèles qui ont déjà été lancés sur des millions, par exemple pour la vision ordinateur, sur des millions d'images. Et donc, bien sûr, ça, vous ne pouvez pas le réaliser chez vous. Ce sera des sociétés comme Google ou Facebook qui vont réaliser ça. Et l'avantage, c'est que ces modèles sont entraînés sur des millions d'images. Et en fait, ce que vous allez faire, c'est utiliser ces modèles et les adapter à votre jeu de données. Donc ça, c'est assez intéressant. C'est ce qu'on appelle en anglais transfer learning. Après, souvent, on va vous complexer en vous disant ouais, il faut un doctorat pour faire du deep learning. Et pas nécessairement, en fait, c'est pas vrai. En fait, vous avez pas mal de librairies maintenant qui facilitent l'accès à l'apprentissage profond. Donc, vous avez PyTorch et FastAI. FastAI s'appuie sur PyTorch. PyTorch, c'est une librairie qui a été développée par Facebook, l'organisme de recherche de Facebook. Et vous avez une autre librairie qui s'appelle TensorFlow et qui est développée par Google. Après, on va vous dire, c'est souvent l'apprentissage profond, c'est souvent pour la vision. Donc, tout le monde pense à, par exemple, à la voiture autopilote de Tesla, sur lequel il y a de la vision, mais ce n'est pas nécessairement le cas. En fait, on va pouvoir utiliser l'approche deep learning sur différents types de données. Ça peut être des images, ça peut être du texte, ça peut être des tables, un tableur Microsoft Excel, par exemple. Sur lequel vous avez une masse d'informations, vous allez pouvoir découvrir d'autres informations via l'apprentissage profond. Ensuite, on va vous dire que c'est nécessaire d'avoir beaucoup de processeurs de type GPU, et ce n'est pas vraiment le cas. Vous allez voir que la plupart de nos projets vont se faire sur un environnement Google, qui s'appelle Google Colab et qui va vous donner un accès à une GPU gratuite pendant une session. Pour une session, et que cette session peut durer 12 heures. Donc, c'est intéressant. Pareil pour Kaggle, c'est un autre environnement gratuit pour faire du deep learning. J'en parlerai dans quelques instants, mais Kaggle aussi a un environnement
vous donne accès à de la GPU, à un processeur de GPU, et c'est 8 heures de traitement que vous pouvez faire. Et puis, on va vous dire finalement ce que vous allez faire peut-être, notamment tout ce qui est traiter des données tabulaires. Ce n'est pas vraiment du deep learning. En fait, on n'est pas là pour reconstruire. Derrière cette information, la dernière information que vous avez, les gens pensent à l'intelligence artificielle généralisée, AGI. Et en fait, non, on est loin de faire cela pour l'instant. Et ce cours, ce sera essentiellement de faire de l'apprentissage profond sur des données supervisées. OK ? Pardon ? Oh, on m'appelle de Chine. Ok, on continue. Alors, ce que vous allez pouvoir faire après ces cours, donc ce sera sur on peut tabler sur une dizaine de cours concernant l'apprentissage profond. Vous allez pouvoir classer des photos, des images. Vous allez pouvoir travailler sur une analyse de sentiments au niveau d'un texte. Par exemple, on peut récupérer tout ce qui est le compte de Twitter, par exemple, sur Emmanuel Macron, et puis voir quelles sont les données qui sont bonnes ou mauvaises, le sentiment qui est généré derrière des informations que les gens postent. On va pouvoir également travailler sur des données tabulaires. Donc ça, c'est une grosse partie de votre domaine. Quel que soit votre domaine, vous allez souvent dans une société, on va travailler sur des tableurs Excel ou des bases de données. Et donc tout ce qui est tabulaire pourra être exploité également par l'intelligence artificielle. Et donc, par exemple, on va pouvoir prédire pour un supermarché les ventes, etc. Et puis enfin, on va pouvoir également générer une recommandation système. Donc là, typiquement, si vous connaissez Amazon, vous avez ce genre d'informations, c'est-à-dire qu'en fait, si vous achetez un livre sur un sujet donné, on va vous proposer d'autres livres qui peuvent être associés à ce sujet. Donc, il vous faudra fournir un effort personnel. Pardon. Il faudra fournir un effort personnel. Ce qui est recommandé, c'est 10 heures par semaine. Je sais que ça peut être beaucoup. Mais le but, si vous êtes vraiment intéressé, motivé, c'est de faire des recherches et de tester des choses par vous-même ou avec l'aide du groupe. Alors, le curriculum du cours, donc on va avoir ces différents types de données, donc la vision par ordinateur, le traitement du langage naturel que l'on appelle en anglais NLP, les données tabulaires et le filtrage collaboratif. Donc c'est le filtrage associé à un moteur de recommandation comme vous l'avez dans Amazon ou Netflix par exemple. Les leçons couvriront les points suivants. Donc, on va pouvoir construire un modèle de classification d'images sur les images que vous choisissez. On va pouvoir classer un texte en utilisant des jeux de données qui vous intéressent. On va pouvoir faire des prédictions d'applications commerciales et on va pouvoir créer des systèmes de recommandation. Alors, il y a un petit prérequis. La condition préalable, c'est 1 an de codage, de programmation et de mathématiques du secteur secondaire. Et puis, votre motivation, j'ose espérer, fera le reste. Donc, c'est une bonne approche. Alors, quand on fait de l'apprentissage profond, on a besoin de données. Et donc, l'acquisition de données, vous avez plusieurs manières de les acquérir. Soit ce sera des données universitaires. Vous avez des universités comme Stanford.
voilà, donc comme Stanford, Kaggle. Kaggle, c'est un site de compétition de concours. Et puis, je vous ai donné un lien. Google a aussi un moteur de recherche pour accéder à des jeux de données. Donc, en fait, le but, c'est de dire... le but, c'est de ne pas utiliser d'exemples joués. Ce ne sera pas le Hello World de l'apprentissage profond, mais on va vraiment utiliser des exemples qui peuvent figurer dans les 10 meilleures compétitions au niveau du concours Kaggle. Donc, les liens importants, je vous les donne là. Donc, vous avez les leçons, vous avez la documentation, le forum. Donc, je vous recommande d'utiliser le forum AI pour avoir plus d'informations. Vous allez pouvoir partager votre travail. Et puis, je vous ai créé un environnement Slack qui va nous permettre de gérer une équipe ensemble. Donc, je vous donne le lien ici. Et je vous ai aussi donné le lien sur Shanghai, parce que puisque cet environnement-là, il a été créé depuis l'année dernière. Et donc, il y a pas mal de gens qui ont participé à cet environnement. Donc, concernant notre groupe d'études, je me rappelle, je m'appelle Anne-Marie Roy, vous avez mon profil LinkedIn ici, et je vous donne mes contacts, donc WhatsApp, WeChat, qui est utilisé pas mal en Chine, et puis mon compte Twitter. Le groupe d'études, les objectifs, c'est de créer une communauté d'apprenants et d'experts. Donc, ceux qui sont experts sont les bienvenus. Se former, se perfectionner sur le deep learning, connecter des débutants et des experts intéressés dans ce domaine, présenter les projets des participants qui ont suivi les leçons. Donc, au début, puisque j'ai initialisé ce groupe, c'est moi qui le présente, mais en fait, plus tard, j'aimerais bien que quelques-uns d'entre vous présentent ce qu'ils ont réalisé avec FastAI ou voire même d'autres librairies, c'est toujours utile. Donc, vous avez ici le lien d'invitation pour Slack. Alors, quand on parle d'apprentissage profond, on a besoin de GPU et je vous donne ici les types de fournisseurs qui donnent d'accès à des GPU gratuites. Certains d'entre vous probablement les connaissent, c'est Google Colab et puis Kaggle. Okay. Et puis, vous en avez d'autres qui sont payants. Et en fait, quand vous allez sur ce lien-là, on va vous donner les autres accès payants et on vous indiquera comment les mettre en place. Azure, c'est Microsoft. Excusez-moi. OK. Alors, classification d'images. Donc, on va voir comment ça se fait. Donc, la première chose que vous allez devoir faire, c'est d'acquérir vos données. Donc, c'est une tâche qui n'est pas à minimiser parce qu'en fait, ça peut prendre du temps. Donc, acquérir vos données. Donc, par exemple, là, pour nos images, je vais vous montrer comment acquérir des données d'images venant de Google, par exemple. Mais chez vous, vous avez certainement aussi d'autres moyens d'acquérir des données. Donc, le but, c'est d'acquérir des données et ensuite de les nettoyer et de les préparer pour le deep learning. Donc, les nettoyer, c'est par exemple, si vous avez un lien d'image qui est foireux, il faudra le nettoyer parce qu'on n'accédera pas à l'image. Ou alors, ça va être aussi de mettre des étiquettes sur vos images. Donc, on verra ça avec un exemple. Une fois que vos images sont prêtes, dans le cas de la classification d'images, vous allez pouvoir faire une formation, vous allez pouvoir entraîner un modèle. Et on va voir ce que c'est qu'un modèle aussi dans la présentation. Et ensuite, vous allez pouvoir tester vos données. Par exemple, vous allez pouvoir prendre une image que le système n'a pas vue, n'a pas traitée. Et si vous avez bien entraîné votre modèle, il va pouvoir détecter est-ce que c'est, par exemple, dans notre cas, quel type de race de chien ou de chat c'est. Alors, je pense que vous avez peut-être un animal
chez vous. Vous allez pouvoir prendre une photo de votre animal et voir si votre modèle identifie bien la race de cet animal. Et finalement, vous allez pouvoir améliorer votre modèle. Voilà, donc les tâches, le flux associé à une classification d'images. Je parle de classification d'images parce que c'est le sujet du jour, mais en fait, c'est le même flux pour autre type de données, des données tabulaires, des données de langage, etc. Donc, une classification d'images, qu'est-ce que c'est? C'est on classe une image et on va prédire la probabilité de l'objet. Donc, on va dire, ben, OK, on a entraîné notre modèle sur, par exemple, votre 200 images que vous avez. Ensuite, on va prendre une photo, par exemple, de votre chat ou de votre chien. Cette photo n'a pas été vue par le modèle. Et si votre modèle a été bien conçu, il va pouvoir détecter est-ce que c'est un chat ou un chien, par exemple. Par exemple. Donc là, le jeu de données que l'on va utiliser, c'est un jeu de données universitaire et qui contient 37 catégories différentes de races de chiens et de chats. Et c'est un problème un peu plus complexe que le simple fait de dire est-ce que c'est un chat ou un chien. Parce que là, le modèle va vous dire, ben, cette image-là, c'est je ne suis pas très bonne en race de chien ou de chat, mais ça peut être un chebanou, quelque chose comme ça. Donc, les tâches du deep learning, voilà celles que vous allez devoir faire on va le voir à travers un notebook. Donc, c'est acquérir les données, charger les données en GPU, entraîner un modèle, analyser les résultats, prédire. Donc, prédire la probabilité de l'objet. On va effectuer des réglages de ce qu'on appelle en anglais fine-tuning et puis on va le mettre en production. Donc aujourd'hui, on ne le mettra pas en production, ce sera peut-être la session suivante où je vous montrerai comment on peut mettre un modèle en production. Quelques conseils. Alors, on n'a que 2 heures, donc le temps nous est compté. Donc, ce que je vous demanderai, c'est de regarder, écouter cette leçon de bout en bout. Et n'essayez pas de suivre en même temps que moi durant cette session. J'aimerais que vous absorbiez les infos. Et je vais vous donner l'accès à ces notebooks. Donc, vous allez pouvoir à loisir les réaliser chez vous et puis comprendre comment se construit une classification d'images. Et ensuite, vous allez pouvoir créer votre propre jeu d'images. OK? Donc, voilà. Donc, là, je rappelle qu'on a un support Slack pour ce groupe. OK, donc on va couvrir 3 notebooks. Le premier, pour certains d'entre vous qui ne connaissent pas ce que c'est qu'un notebook, pensez à un notebook comme un conteneur dans lequel on va avoir à la fois du texte et du code. Okay. Donc, je vais vous montrer quelques astuces concernant un notebook. Et puis ensuite, on va avoir un notebook sur la vision par ordinateur. Et ensuite, le dernier, je vais vous montrer comment créer votre propre classification d'images. Alors, le code que je vais vous montrer, il est dans GitHub. Donc ça, c'est ma référence GitHub. Et vous avez les notebooks que vous voyez ici dans ce répertoire, FastAI 2 P4. OK. Alors, je vais aller sur Google. Et donc, pour ceux qui ne connaissent pas Google Colab, vous faites Google Colab. Et vous arriverez donc sur ce lien. Donc là, il faudra vous enregistrer si vous n'êtes pas enregistré. Et puis, vous allez pouvoir soit aller chercher des informations dans GitHub. Donc, je vous rappelle mon lien. Je vais vous montrer ce lien-là. Donc, si je fais ça, pardon, GitHub, et je vais
appeler le lien. Et donc, vous voyez les notebooks que vous avez là. Okay, donc, ce que vous allez pouvoir faire, c'est les ouvrir. Moi, je les ai déjà ouverts, donc je ne vais pas les réouvrir. Mais voilà la manière dont vous pouvez accéder à mes notebooks. Sinon, vous allez pouvoir créer un nouveau notebook, New Notebook. Et donc, il va vous créer un nouveau notebook. Et je rappelle, donc un notebook, c'est un conteneur dans lequel vous allez pouvoir entrer soit du code, soit du texte. Okay. L'avantage d'utiliser Google Colab ou même Kaggle, hein, Kaggle, ce sera similaire. Donc, je vais vous montrer un exemple avec Kaggle. Oh, je suis un peu gênée avec une fenêtre. Donc là, si je fais pareil, Kaggle, donc Kaggle, voilà. Donc Kaggle, c'est un site qui est utilisé par les data scientists et donc vous allez pouvoir vous enregistrer. Donc moi, je me suis déjà enregistrée. Et puis voilà, donc vous êtes dans Kaggle. Hein. Et en fait, ce que vous allez pouvoir faire, c'est aller sur... Donc là, vous avez différents jeux de données. Excusez-moi. Différents jeux de données. Et vous allez pouvoir donc participer à différentes... donc là, vous voyez qu'en jeu de données, on a le Covid-19 qui est pas mal référencé. Et ce que vous allez pouvoir faire, c'est aller dans Notebook et faire un nouveau notebook, New Notebook. Et donc là, ben, vous êtes dans un nouveau notebook comme je l'ai fait pour Google. Voilà, donc là, il va vous indiquer quel langage vous voulez prendre. Donc, je vais dire Python et donc je vais dire Create. Et c'est le même principe qu'avec Google Colab, vous avez deux cellules essentiellement, du code et du texte. Voilà, donc ici, bon, vous avez une information là, et puis là, vous allez pouvoir faire, par exemple, avec FastAI, on va pouvoir importer la librairie FastAI. Donc, si vous faites ceci, import FastAI, et vous appuyez Shift Enter, donc majuscule retour chariot, ou alors vous cliquez là-dessus, vous allez pouvoir exécuter cette cellule de code. Et donc, vous voyez, quand c'est exécuté, vous avez déjà... Donc, en fait, FastAI est inclus dans ces librairies. Pareil pour Google Colab. Si je fais import FastAI et je fais Shift Enter. Donc là, vous voyez, on est en train de se connecter à un environnement Google. Donc là, vous avez les informations concernant cet environnement. Et là, ben voilà, ça y est, je suis prête pour utiliser FastAI. Okay. Donc la version qui est mise en place dans Google et Colab et Kaggle, c'est une version de la version 1.7 de Google, de FastAI. La version 2 va arriver bientôt, elle est en développement là, et donc tous les cours que je vais vous donner, c'est sur la version 2 qui va être publiée en juillet, donc bientôt. Voilà, donc on va regarder ce que c'est qu'un notebook. Donc je vais regarder ce notebook-là, le 00 Notebook Tutorial. Et donc on va voir les sujets qui sont intéressants. Donc vous avez ces différents onglets ici, un menu en fait. Donc là vous avez le Table of Contents. Donc là vous avez, c'est structuré comme un livre en fait. Okay. Donc là on va voir qu'on peut renseigner certaines informations.
Donc là, c'est du texte. Et à un moment donné, je vais arriver sur du code. 1 plus 1, par exemple, ça va vous donner 2, etc. Alors, quand vous utilisez un notebook, par exemple le mien, je vous recommande de le sauvegarder en tant que copie. Donc, c'est ce que je vous dis là. You should always work on a duplicate of a course notebook. Donc, ce que vous allez devoir faire, c'est Save a copy in Drive. Donc, File, Save copy in Drive. Pareil pour Kaggle. Okay? Et donc, on va pouvoir l'ouvrir dans un nouveau onglet. Et voilà, donc là, vous voyez que j'ai copy of notebook tutorial. Vous pouvez changer le nom. Hein. C'est ma copie, par exemple. Ma copie. Voilà. Et puis, voilà. Et donc, ça vous change le nom de ce que vous avez fait. Alors, on va regarder ce notebook ensemble. Donc, on a déjà copié, donc c'est très bien. Et donc, ce notebook, le terme qu'on utilise, c'est Jupyter Notebook. Donc, c'est un conteneur, donc, comme je l'ai dit, hein, qui sauve des codes et du texte. Donc là, vous avez une cellule de code. Okay, et si vous cliquez, si vous faites majuscule entrée ou vous cliquez là-dessus, on va vous donner un résultat. Alors, vous voyez, là, je n'étais pas connectée, donc là, si je fais 5, par exemple, je suis connectée. Alors, avec un notebook, vous avez ce qu'on appelle un runtime. Et donc là, vous allez pouvoir, et notamment, ce sera le cas pour nos notebooks concernant la vision par ordinateur, vous allez pouvoir changer l'accélérateur matériel. Donc, on va pouvoir utiliser la GPU. Okay, donc, c'est ce qu'on va utiliser pour les notebooks concernant la vision par ordinateur que je vais vous montrer dans quelques instants. Pour l'instant, c'est un petit notebook dont je n'ai pas vraiment besoin de savoir ça. Donc, le texte que vous voyez là, ça s'appelle en anglais un markdown. Okay, markdown. Et en fait, ça va vous permettre de rentrer un peu comme pour une page HTML. Là, vous avez, par exemple, si je double-clique dessus, là, je vois que j'ai un titre, le titre 1. Donc, c'est le header, le titre 1. OK, donc vous allez pouvoir utiliser ce genre de choses pour le modifier. Ensuite, vous allez pouvoir, donc, comme vous l'avez vu, je peux lancer du code. Et donc, vous avez après deux types de commandes, l'edit mode. Donc là, vous voyez, si je clique dessus, là, je suis en mode edit. Okay, et escape si vous voulez sortir de ce mode edit. Et là j'étais en mode commande ici. OK. Donc, si vous voulez exécuter une cellule, ça sera Shift Enter. Okay, donc, majuscule en retour chariot. Et puis, vous allez pouvoir naviguer dans le code. Donc là, vous voyez, je peux sortir de cette table de content. Là, vous avez, et donc là, vous allez pouvoir naviguer dans le code. Donc, par exemple, ici, je peux dire, bah, ça, je le mets à la cellule d'après ou la cellule d'avant. OK. Je ne vais pas trop m'attarder sur ce. Donc là, vous avez aussi la possibilité, au niveau du Markdown, de faire des pages, du texte en italique, en gras, et puis de renseigner des lignes de code en simple ligne ou un bloc de code. Et puis, vous allez pouvoir faire des liens. Donc, si je suis intéressée par cette approche-là, je vais double-cliquer dessus. Et en effet, vous voyez, si je fais italique, ce sera une astérix autour du mot. Bold, ce sera deux gras, donc surligné, gras, pardon, c'est deux astérix, etc. Là, c'est du code que vous allez pouvoir mettre. Okay, donc là, c'est ce que inline. Vous voyez, inline, c'est ce genre de choses-là. Et puis là, vous avez un lien.
Donc là, le nom du lien s'appelle Links et derrière, ça référence le cours FastAI. Alors, vous allez avoir plusieurs types de headings. Okay? Donc, les headings, ça va être, ça par exemple, c'est un en-tête de niveau 4, parce que vous avez 4 dièses. Le en-tête de niveau 1, ça sera un seul dièse. Okay? Ensuite, vous avez différents types de listes que vous allez pouvoir faire. Donc, des listes type ordonnées. Et à nouveau, donc, il suffit de rentrer le numéro et puis l'information. Vous allez pouvoir aussi avoir des sous-ordonnements également. Et puis, vous avez des listes non ordonnées, donc là, comme ceci. Et puis, vous avez des listes de tâches. Donc, par exemple, vous allez pouvoir dire Learn Jupyter Notebook. Donc là, vous voyez que cette case est cochée et celle-ci n'est pas cochée. Change the world n'est pas cochée. Donc, c'est des valeurs par défaut que vous pouvez attribuer à une liste de tâches. Alors, on va s'intéresser au code maintenant. Donc, on a vu les markdowns. Donc, on va voir les code cells, les cellules de code. Donc là, je vais pouvoir renseigner. Ça, c'est typiquement Python. Donc là, on va renseigner un morceau de code. Et donc là, ben, ça, c'est une librairie Python pour les images. Donc, je vais aussi l'appeler. Et puis là, j'ai ce bout de code, ok, et donc A égale 1, etc. Donc, je vais l'exécuter. Donc, ça va vous donner ceci. Et puis, je vais pouvoir dire, ben, tiens, je vais utiliser la librairie de Matplotlib, qui est une librairie pour faire des graphes, pour montrer cette présentation que vous avez là. Donc, on va voir. Et voici la présentation que vous avez. Je peux ouvrir une image. Donc là, j'ai une belle image d'un chat. Donc ici, ce que vous voyez là, c'est ce que le système va lire. Donc ici, vous avez la partie fichier. Donc là, mon notebook a été déjà généré. Donc je ne retrouve pas ce fichier-là. Mais on verra qu'on va pouvoir le télécharger. Donc, si vous cliquez là-dessus, vous pouvez télécharger. Et vous allez pouvoir, en faisant un bouton droit, vous allez pour, pardon. Je reviens en arrière. Donc là, c'est le répertoire. Et en faisant un bouton droit, je reviens ici, je reviens là. Vous allez pouvoir créer un nouveau dossier, charger des données, etc. Donc, par défaut, Google Colab, ça sera dans le répertoire Content qu'il va se positionner par défaut. Ok, donc après, vous allez pouvoir créer un sous-répertoire PETS et puis un sous-répertoire Inférence. Et dans ce sous-répertoire Inférence, vous allez pouvoir charger, donc faire un upload de votre fichier. Okay, donc là, on a un beau chat. Je vais aller un peu plus loin. Donc là, je vais vous laisser lire ce notebook, il n'est pas très difficile. Donc là, on va appeler, je vais appeler par exemple cette librairie de code. Donc je vais sortir de là. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que quand vous allez voir le code de FastAI, à tout moment, vous pouvez savoir qu'est-ce que ce code va faire. Donc, pour avoir de la documentation sur du code, vous avez plusieurs manières. Une des premières manières, c'est de faire point d'interrogation et le nom de la fonction. Okay, et donc là, en Python, ça va vous donner le docstring, une documentation sur la fonction. Si vous faites 2 points d'interrogation, okay, donc je peux vous le faire. Regardez. Ça va vous donner simplement cette information-là. Okay, et on va voir que c'est sur FastAI, Vision. Si je fais cette information-là, donc cette fois-ci, je vais avoir le détail, la source du code. Et donc là, vous avez la source du code, ici. Et si je fais doc, je vais avoir la documentation concernant cette fonction. Donc l'avantage de ceci,
c'est que vous allez pouvoir l'avoir en documentation. Donc là, je vais aller sur la documentation FastAI. Okay. Alors sur Google Colab, je crois que ce lien, je vais essayer de le tester encore, ne fonctionne pas vraiment sur Google Colab. Ça marche. Okay. Voilà. Alors on revient sur notre notebook. Oups. Pardon. Ah, c'est pas celui-là que je voulais. Celui-là. Alors, voilà. Donc, ensuite, avec Jupyter, vous avez Notebook. Avec le Jupyter Notebook, vous avez ce qu'on appelle les line magics. Et c'est des points, des pourcentages. Et donc là, vous allez souvent revoir dans les notebooks de Jupyter ces 3 lignes. Et ces 3 lignes, ça simplement signifie qu'en fait, il faudra toujours les mettre en début de votre notebook. Et en fait, ça signifie que si on a modifié la librairie que vous utilisez, elle sera automatiquement rechargée. Ensuite, vous avez un petit utilitaire qui est pas mal, %time_it, et qui va vous permettre de savoir combien de temps prend une instruction. Donc là, j'ai mon instruction dans une boucle for, et donc je vais itérer 1000 fois, et donc on va voir le résultat. Donc si je fais Shift Enter, et donc là, ben, j'ai 1000 itérations, et donc là, c'est 54,8 microsecondes par loop. OK, et puis vous allez pouvoir également utiliser le debugger. Donc là, vous voyez, j'ai un code qui n'est pas très bon parce qu'en fait, je vais incrémenter A avec mon incrémentation ici, I plus 1. Ensuite, je vais générer une autre variable. Ensuite, je vais générer une autre variable qui s'appelle B et qui est aussi cette fois-ci un littéral. Et si je fais B plus 1, ben bien sûr, ça ne va pas marcher. Donc, je vous donne le résultat. Et donc, vous voyez, vous avez un résultat must be string, not integer. Et donc là, je peux appeler le debugger. Et le debugger va vous indiquer, par exemple, maintenant, je vais faire que B, c'est égal à 12, par exemple, etc. OK? Donc, bon, ce genre de choses. Quoi d'autre? Vous allez pouvoir utiliser ce qu'on appelle des widgets. Donc, les widgets, je vais vous en montrer un. Donc, en fait, c'est ce que vous voyez là, en fait. Vous voyez, là, je peux cliquer là-dessus et télécharger un fichier. Et quand vous allez le télécharger, en fait, ça va être stocké dans un objet qui s'appelle data. Et là, vous avez la représentation de l'objet. Et quoi d'autre encore? Et puis là, vous avez à tout moment la possibilité d'accès au shell. Et donc là, ici, vous avez la version de Python. Voilà pour le notebook 00. Voilà. OK. Donc maintenant, ce qu'on va voir, c'est la classification d'images. Donc, vous voyez, on retrouve ces mêmes informations ici. Et donc là, au lieu d'utiliser FastAI, la version standard, je vais utiliser FastAI 2. Okay, donc, je vais cliquer là-dessus et je vais importer je vais demander à... Donc là, vous voyez, j'appelle un shell sous Unix. Et donc là, je vais demander à récupérer le packaging pour FastAI, la version 2. Donc en Python, on dit pip, vous avez une instruction pour installer un package, pip install, et là, je vais l'installer en mode silencieux. Donc on va faire ça. Donc là, vous voyez, là, le système va se connecter à mon environnement.
Donc, Google va vous donner un environnement et donc il va télécharger FastAI 2. Donc, je n'ai pas de sortie parce qu'en fait, j'ai demandé que ce soit silencieux. Au fait, pour ce notebook, on a besoin d'une GPU. Okay, donc, j'ai modifié le notebook pour que vous ayez accès à la GPU. Ça, c'est un autre petit utilitaire qui est sympa. Donc, on va l'installer. Et donc, la version FastAI en développement à l'heure actuelle, c'est celle-ci. Et puis, donc là, je vais dire, je vais importer tout le module Vision de FastAI. OK. Alors maintenant, je vais récupérer des données. Alors, pour récupérer des données, je vais faire ce qu'on appelle en anglais un tar, c'est-à-dire vous avez ici, ça c'est une construction FastAI. FastAI a stocké dans Amazon des jeux de données que l'on utilisera durant le cours. Et ces jeux de données sont accessibles par une URL. Là, c'est mon jeu de données. Et on va les décompresser, un tar. OK? Et donc là, je vais dire, j'aimerais les décompresser ici, dans Content Pets Image. OK? Donc, on va faire ça. Presque fini. Voilà, donc là, c'est terminé. Et si je vais sur mon dossier, je peux voir, vous voyez, on a déjà le répertoire PETS. Et là, on a c'est un jeu de données universitaire venant d'Oxford. Et là, vous avez donc vos images. Alors, ça va prendre du temps à se déployer parce que j'ai plus de 36 000 images, je crois, qui sont générées ici. OK. Alors, du coup, je ne peux plus fermer. On va attendre un petit peu. Bon, alors en fait, voilà ce qu'on a fait. Ensuite, je vais pouvoir dire, donc là, c'est la variable qui va stocker ces informations. PAF image. Et donc, quand je demande PAF image, maintenant, j'ai bien, vous voyez, cette structure-là. OK. Bon, là, j'ai une grosse erreur. OK, ça y est. OK, alors on continue. Voilà, donc si vous ne faites pas FIMAGE, vous allez avoir ce répertoire-là renseigné. Et maintenant, je vais pouvoir demander au système qu'il me donne 3 images. Donc, je vais renseigner cette information. Et là, donc là, j'ai par exemple, vous voyez le nom de mon image, ça s'appelle Basset Hand underscore 5.jpg. Là, j'en ai une autre. Boxer 160. Donc ça, c'est la numérotation des images, en fait, que vous voyez là, les numéros que vous voyez là, etc. Donc,
Path image, c'est un objet et vous allez pouvoir avoir ses propriétés. Donc, par exemple, là, je peux faire absolu. Et là, si je fais ça, le système va me donner l'URL absolue de l'image, l'accès à l'image. L'accès à la documentation, donc c'est ce que je vous ai montré avec le premier notebook. Vous avez aussi une autre fonction qui s'appelle Help, qui va vous permettre d'avoir des informations. Donc, je vous laisse regarder ça à loisir. Maintenant, je vais pouvoir accéder à des fichiers d'images. Donc là, je vais prendre une variable qui s'appelle filename et je vais faire getImageFile avec le path de mon image. Okay. Donc, je vais en prendre 5. Et donc là, on retrouve ces informations-là. 5 images qui sont sorties. Alors, on va travailler sur un apprentissage supervisé, c'est-à-dire qu'en fait, chaque image doit avoir une étiquette. Donc, dans notre jeu de données, l'étiquette, c'est celle-ci. C'est celle-ci, en fait. C'est la race de votre chien. Donc là, c'est un chien. Là, c'est le nom du fichier contient la race du chien. Okay. Donc là, ce qu'il faudra faire, c'est passer par ce qu'on appelle en Python une regular expression. Et une expression, ce type d'expression va vous permettre de prendre un jeu de caractères, par exemple tout ceci, et ne s'intéresser qu'à cette partie-là, au nom de la race, celle-ci. Ok, donc je ne vais pas détailler tout ceci. Vous avez un tutoriel ici pour faire ceci, mais je voulais. Donc, on va utiliser ce qu'on appelle un pattern. Et donc, le pattern que j'utilise, c'est de dire je vais prendre tout ce qui est avec JPEG et puis je vais enlever certaines informations. Donc, c'est un pattern qui est réalisé. Vous avez un tutoriel pour vous amuser là-dessus. Et puis, donc maintenant, j'ai mon jeu de données. Et maintenant, ce que je vais devoir faire, c'est charger ce jeu de données au niveau de la GPU. Okay. Donc, je crée une variable qui s'appelle data. Et je vais prendre cette classe, image data loader. Et donc là, vous avez plusieurs manières de charger vos images. Donc là, je vais utiliser une expression régulière, regular expression. Donc là, j'ai le chemin pour mon image. Là, j'ai mes fichiers. Là, j'ai le pattern qui devra être appliqué pour libeller les images. Et là, je vais retailler mes images. Okay. Alors, pourquoi on retaille les images? Parce que ce jeu de données a différents types taille d'image et en fait la GPU ne va pouvoir traiter qu'une seule taille d'image. La GPU ne peut pas traiter différents types d'images. Okay. Donc en fait on va dire okay, on retaille toutes les images à 224. Donc c'est ce qu'on indique ici. Okay. Donc je vais exécuter ça. Ah, pardon, je n'ai pas lancé cette cellule. Donc, vous voyez, là, j'ai une cellule qui est à 8 et celle-ci n'a pas été... Et dans cette cellule, j'utilise PAT, ici, mais PAT n'a pas été exécuté. Donc, c'est plein. Voilà, donc maintenant, si je fais ça, ça devrait passer. Voilà, donc c'est passé. Alors, je vais revenir sur le data loader dans quelques instants. En fait, qu'est-ce que ça signifie un data loader? Je vais vous montrer cette information. Quand vous allez acquérir vos données, ce que l'on va faire par rapport à votre jeu de données, c'est qu'on va conserver c'est qu'on va conserver 80% de votre jeu de données en termes pour entraîner le système, pour entraîner votre modèle.
On va prendre 80% de votre jeu de données pour entraîner nos modèles et on va prendre 20% des données pour la validation de ce modèle. Donc ça, c'est ce que généralement on fait quand on entraîne un modèle. On va donc se baser sur cette répartition-là, 80-20. Et puis ensuite, vous pouvez aussi avoir la possibilité d'avoir accès aussi à un jeu de test. Et ce jeu de test, c'est des données que le modèle n'a pas vues. Et si votre modèle est bien entraîné, et bien en fait, le système va pouvoir détecter quel type de race votre chat ou votre chien est, par exemple. Alors, comment ça fonctionne? Donc là, vous avez vos données. On a des images de chats et on a des images de chiens. Et donc, on va utiliser le data loader. Et le data loader va prendre 80% de vos images de chats et de chiens dans le training dataset et 20% de vos images et de chiens dans le validation dataset. Okay? Et donc là, ça va constituer un bloc de données qui va être donné au processeur, à la GPU. Okay? On revient sur voilà ce qu'on a. Donc ça, c'est ce qu'on a fait. Okay? Alors, si je veux voir le résultat du batch, qu'est-ce qu'il y a dans ce batch? Donc, vous avez une instruction. Donc, là, vous voyez, j'ai utilisé cette variable data qui représente mon batch. Et donc là, je vais pouvoir voir le training dataset. Okay? Donc là, si je fais data.train.showBatch, ça va me donner ce que le système a. Et donc, vous voyez que mes fichiers, finalement, d'images, la construction d'expression régulière a bien fonctionné, puisque vous voyez, là, j'ai bombé pour la race de ce chat, j'ai boxer pour la race de ce chien, etc. Donc ça, c'est ce que le data loader voit au niveau de la GPU. Okay? Je peux aussi demander de voir des données qui viennent indifféremment du training dataset ou validation dataset. Donc, je vais faire ça. Donc là, je demande 3 images. Et donc là, on voit bien que finalement, les noms sont bien les libellés d'images sont bien faites. Alors, donc là, on a vu le fait de passer par une expression régulière, ce qu'on appelle regular expression. Vous avez différentes manières de confectionner un data loader. Je peux utiliser une fonction. Par exemple, ici, je vais créer une fonction qui s'appelle iscat. Donc là, c'est x, c'est mon image. Et je vais donc savoir si c'est vrai ou faux, si l'image représente un chat ou pas. Okay, donc, je vais exécuter cette fonction. Et donc là, cette fois-ci, j'utilise pour distinguer les deux types de manières de faire un data loader. Donc là, je prends une autre variable qui s'appelle DLS. Toujours pareil, je prends le data loader. Mais cette fois-ci, je dis from namefunc. Okay? Et donc là, eh ben, je dois utiliser ma fonction pour mettre une étiquette sur mes images, iscat. Okay? Et donc là, je fais un resize également. Donc là, vous voyez, ce que vous pouvez aussi indiquer, c'est le pourcentage que vous allez prendre de votre jeu de données, pour faire votre test de validation. Par défaut, c'est 0,2, c'est 20% de votre jeu de données qui va être au niveau de la validation. Voilà, donc vous avez SEED, qui est très, très utilisé en machine learning. Et SEED, ça va vous permettre de mettre, on va utiliser de la randomisation. Et là, ça va vous permettre d'avoir un numéro de randomisation prédictible. C'est-à-dire que sinon, si vous faites simplement un random, vous allez avoir plusieurs types de chiffres de randomisation. Et là, on le rend prédictible. Donc là, je vais utiliser ma nouvelle variable du data loader. Donc cette fois-ci, DLS, c'est par rapport à une fonction. Et si je clique là-dessus, oups, qu'est-ce qui se passe? DLS is not defined. Donc vous voyez pourquoi je ne l'ai pas exécuté. Okay? Donc je vais le faire. Ok, donc c'est fait. Maintenant, je vais regarder les images.
C'est bien de faire des erreurs parce que comme ça, vous verrez quand vous rentrerez chez vous, quand vous êtes chez vous, comment faire. Voilà, donc là, on va dire, est-ce que c'est un chat? Oui, true. Est-ce que c'est un chat? True. Là, est-ce que c'est un chat? Non, false, etc. OK? Donc, je vous donne la documentation sur le data loader. Vous allez pouvoir voir le code source, etc. Je vous laisse regarder tout ça. Voilà, donc maintenant, on a nos données qui sont en GPU. Et maintenant, ce que l'on va faire, c'est qu'on a donc notre dataset avec une partie d'entraînement qui est 80% du jeu de données et une partie de validation qui est 20% du jeu de données. Et donc, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais entraîner le modèle. Alors, qu'est-ce que c'est que le modèle? C'est une architecture. Et je vais vous montrer ceci rapidement. Voilà, non pas ça. Voilà, c'est ça en fait. Ok, donc là, vous avez, là, on a une image d'une voiture, par exemple. Et donc là, c'est un modèle mathématique. Et donc là, on va analyser pixel par pixel presque vos images. Et puis, on va faire de la compression. Et puis, finalement, on va aplatir tout ceci. Et à la fin du traitement, je vais pouvoir prédire est-ce que ça, c'est une voiture, un camion ou un van, par exemple, ou une bicyclette. Okay, et donc, si la prédiction est très, très haute, à ce moment-là, ben ça, par exemple, ici, dans notre cas, ce sera la voiture. Ça sera cette prédiction qui va sortir. Alors, on va lancer ceci. Donc là, ce que je vous ai montré, c'est ce qu'on appelle un modèle. Et donc, vous avez différents types de modèles parce que vous allez avoir plusieurs couches. Vous voyez, j'ai plusieurs couches ici. Et donc là, ce modèle-là a 34 couches. Okay, donc, je vais prendre mes données qui sont dans le data loader. Donc là, ici, je reviens sur data, c'est mes races de chiens et de chats. Et puis, je vais mettre un métrique. Donc, en fait, au minima, pour le data loader, vous avez besoin de vos données, vous avez besoin d'un modèle et vous avez besoin d'une source de ce qu'on appelle en anglais un metric, je ne sais plus le mot en français. Et donc là, ce que je vais faire, voilà, je vais créer cette information et ensuite, je vais lancer l'apprentissage sur ces données. Donc, on va faire fine-tune. Et donc là, en fait, ce que vous voyez là, le 1, là, c'est, je vous l'indique ici, le système va faire un aller-retour complet sur vos données, ce qu'on appelle ici une époque en anglais, et analyser donc et essayer d'avoir une probabilité sur vos objets. Est-ce que c'est un chat? Est-ce que c'est un chat? La race, ici, on est sur les races de chiens et de chats. Voilà. Donc, rappelez-vous, la première ligne, c'est pour créer mon architecture. Donc, vous voyez, on la télécharge de PyTorch, okay, ResNet 34. Et pourquoi on télécharge cette architecture? Parce qu'en fait, cette architecture-là, elle a été, entraînée sur un jeu de données d'images qui s'appelle ImageNet. Donc là, ce que l'on va faire, c'est qu'on va prendre cette architecture qui a déjà été entraînée et on va l'appliquer, c'est pour ça que l'on fait un fine-tune,
On va l'appliquer par rapport à votre jeu de données. Donc, si vous allez, ImageNet, je peux vous montrer ceci, c'est un environnement qui référencie beaucoup d'images. Voilà. Et donc, ça a été utilisé par Google, par Facebook, etc., pour entraîner un modèle sur ces milliers d'images. Donc, l'avantage de ça, c'est que vous avez maintenant un modèle qui a déjà été entraîné sur des images. Maintenant, ce qu'il faudra faire, c'est appliquer cette information sur vos images. Okay, c'est pour ça que l'on fait un fine-tune ici. Okay, donc, on va appliquer ces informations sur votre image. Et donc, c'est ce qu'on appelle un transfer learning, c'est-à-dire que je vais profiter de ce qu'un modèle a été déjà entraîné sur des images, des millions d'images, et je vais en fait appliquer ce modèle sur mes données, mais en l'affinant. Alors, je vais vous expliquer un petit peu ce que ça signifie, affiner. Donc, je vais vous montrer ça. Voilà, donc c'est ce qu'on... Donc ça, c'est ImageNet, par exemple, avec des millions d'images et des millions de classes. Donc les classes, ça va être ce que c'est un chien, un chat, un avion, etc. Là, c'est votre jeu de données. Okay, et donc pour vous, vous avez, c'est toujours des images, mais pour vous, vous avez différentes classes. Donc ça, c'est votre jeu de données. Et lors de l'entraînement, on va ne presque pas toucher à l'environnement, à ce qui a été entraîné déjà, et on va simplement modifier les dernières parties de votre modèle pour qu'il s'adapte à vos images. Ensuite, on va les entraîner, donc non plus sur 1 million d'images, mais sur les images que vous avez, par exemple 100 images et 10 classes. Ensuite, on va pouvoir tester si votre entraînement s'est bien passé, et ensuite, on va pouvoir déployer les résultats. Okay. Alors, pourquoi on fait ça? Pourquoi on utilise un entraînement déjà existant? Parce qu'en fait, ces premières étapes que vous voyez là, ça c'est les couches de mon réseau neuronal. Si vous regardez un petit peu, la première couche, vous voyez, le système va identifier certaines couleurs, certains aspects de votre image. Et au fur et à mesure qu'il l'apprend, il va détecter un peu plus d'informations. Par exemple, ici, on peut voir les yeux ou quelque chose de rond, etc. Ensuite, il va affiner encore son information au fur et à mesure des couches qu'il traverse. Et puis finalement, à la fin, on a donc les résultats là, que vous voyez ici. Okay, donc, c'est ce que, en fait, on va faire à travers ces différentes couches ici pour avoir un résultat probant. Alors, donc ça, je vous l'explique ici. Donc là, si vous voulez savoir ce que c'est qu'un learner, je vais vous montrer ça. Voilà, donc on reviendra dessus. On reviendra sur ces informations dans les cours suivants. Mais voilà, donc là, c'est un learner, on va appeler un modèle. Ok, on va appeler un modèle, etc. Alors, si vous voulez savoir la structure de ce modèle, eh ben, la voici. Donc, ne vous inquiétez pas, hein, je vous l'ai mis là pour vous faire peur. Non, je plaisante. Mais bon, voilà la structure d'un modèle. Et en fait, ça représente un petit peu ce que vous voyez là, ce que je vous ai montré ici. Okay, donc, on va faire un relieu, etc. Et puis, à la fin, on va aplatir tout ça. On va aplatir tout ça pour arriver ici à la prédiction que vous avez là. OK? Alors, ce que l'on va pouvoir faire, c'est sauvegarder ce modèle. Donc là, je vais sur mon dossier. Là. Si j'arrive, sinon je le laisse comme ça. Donc, vous allez pouvoir sauvegarder votre modèle. Bon, je suis coincée là. Et maintenant, ce que l'on va faire, c'est interpréter les résultats.
Allô, allô. Ça, c'est l'effet zoom derrière aussi. C'est pas si lent que ça d'habitude. Et c'est l'effet démo aussi typique. Bon, sinon, je vais aller sur... Bon, je laisse encore le temps. Je suis coincée. Donc, quand vous sauvegardez votre modèle, donc là, votre modèle est sauvegardé avec vos propres jeux de données. Okay, et donc, l'extension pour un modèle, c'est PTH, okay, PyTorch. Et ensuite, ce qu'on va pouvoir faire, c'est analyser les résultats. Pardon. Ok, donc là, ce qu'on va faire, je vais sortir de là. Il m'a déconnecté. Alors, ce qu'on va faire maintenant, c'est analyser les résultats. Et l'analyse des résultats se fait par une matrice qui s'appelle Confusion Matrix, que je vais vous expliquer. Donc, je vais vous expliquer ça. C'est ça. Voilà. Alors, une Confusion Matrix, c'est ce genre de tableau. Si vous regardez l'axe ici, là, ce que vous voyez ici, c'est les valeurs actuelles de vos images. Okay, donc là, c'est par exemple English Cocker Spaniel. Et donc là, le système a trouvé 31 correctes classifications. Donc là, ici, ce que vous avez l'actuel, et en bas, c'est les prédictions, ce que le système a prédit. Donc, vous voyez, si je reviens sur mon English Cocker Spaniel, ici, il a fait une mauvaise prédiction. Okay, parce que vous voyez la valeur 1, et la valeur 1 représente un sphinx. Si je ne me trompe pas. Ouais. Non, où est-ce que je suis celui-ci, là. English. Oh là là. Ok. Donc voilà. Et donc, là, c'était presque illisible à lire, en fait, parce qu'il y a beaucoup de classes, en fait. Il y a 37 classes de races de chiens et de chats. Et donc là, ce que je vais pouvoir faire, c'est voir quelles sont les classes sur lesquelles il a vraiment eu des problèmes. Et donc là, ce que vous voyez ici, c'est le résultat de cette instruction-là, c'est was confused. Et donc là, par exemple, ça, c'est la valeur actuelle de ma race, English Setter, c'est ce qui est sur mon fichier d'image. Et c'est ce que le système a mal prédit. Oui. Et ici, combien de fois il a mal prédit ceci? 7 fois. Okay, donc là, c'est la valeur actuelle et là, c'est la valeur interprétée. Alors, c'est ce que vous voyez ici. Donc là, on a les valeurs actuelles. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Et ici, on a les valeurs prédites. Est-ce que c'est positif ou négatif? Okay, donc, trop positif, c'est bien. Et trop négatif, c'est bien. Donc, ça signifie qu'on a une concordance. Et là, en fait, ici, on peut dire... Et là, on peut dire, eh ben, est-ce que c'est négatif? Donc là, est-ce que c'est faux, false, et est-ce que c'est négatif? Donc, quand on parle de valeur prédite, on va parler de positive et négative. Et quand on parle de valeur actuelle, on va parler de true or false. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Donc, vous avez ce genre d'informations. Et maintenant, je vais pouvoir demander au système qui me montre les pertes. Okay, et donc là, ben voilà les pertes. Donc, si vous lisez cette information ici vous avez ce que le système a prédit pour ce chat, que c'est un Bengale. En fait, sa race, c'est Egyptian Mao. Là, c'est la perdition qui a eu lieu.
7.11. Et là, c'est la confidence du système pour cette image. Donc là, la confidence est haute. Plus la confidence est haute, plus la perdition sera importante. Okay. Donc, vous le voyez ici aussi. American Bulldog, et finalement, donc ça, c'est la prédiction du système. Et là, c'est ce qui est actuellement fait, etc. Ensuite, vous allez pouvoir exporter le modèle. Donc, une fois que votre modèle, vous êtes satisfait par ce que le système a trouvé, vous allez pouvoir l'exporter. Et donc, l'exportation de ce modèle, pourquoi on exporte un modèle? C'est pour pouvoir l'exploiter en phase d'implémentation, d'exploitation. Donc, quand on exporte un modèle, ça sera un fichier Pickle. C'est un archivage particulier de Python. Et donc, ici, on va pouvoir charger une image. Et donc là, je vais demander de voir cette image. Et je vais demander la prédiction de cette image. Et donc, la prédiction qu'il m'a donnée, c'est cette race-là, Shiba Inu. Et ici, il vous indique alors, ce que c'est qu'un tensor. Un tensor, c'est un jargon PyTorch, enfin machine learning, ce n'est pas nécessairement PyTorch. Machine learning, dans lequel, en fait, c'est un conteneur multidimension. Donc, les images, généralement, que vous allez traiter, c'est des images en couleur. Et donc, elles ont trois chaînes, le rouge, le vert et le bleu. Donc, c'est pour ça qu'on utilise un tensor. Donc, c'est un conteneur multidimensionnel. Et ici, vous avez les références à vos classes. Et donc là, vous voyez, on a un taux d'assurance, de confidence qui est assez élevé. Les restes, on a 37 classes de races et de chiens dans ce jeu de données. Et ici, vous avez les probabilités qui ont été analysées. Ici, vous avez le vocabulaire de vos classes. Donc là, on a abyssinien, Bagal, etc., etc., etc. Donc 37, ok, 37 au total. Et puis voilà. Donc voilà le principe d'une classification d'images. Donc pour résumer, on va prendre vos données, ensuite on va les charger, ensuite on va entraîner le modèle, ensuite on va faire de l'inférence et ensuite on va pouvoir exporter le modèle pour une exploitation en production par exemple. Okay. Alors, je vais vous montrer un jeu de données que j'aimerais que vous réalisiez. Donc, je vais vous montrer un autre notebook qui s'appelle Computer Vision Custom. Et en fait, on va voir que je vais vous montrer comment récupérer des données. Donc, je vais le lancer, je vais exécuter je vais me connecter à Runtime. Alors, avec Google Colab, vous êtes... donc, vous assurez que vous avez bien la GPU installée et je vais terminer certaines sessions parce qu'en fait, vous avez le droit que j'ai plusieurs sessions en cours, donc je vais terminer celle-ci. Je vais terminer celle-ci et je vais terminer celle-ci pour ne pas avoir de problème avec Google. Ok, donc là, je suis connectée et donc je vais renseigner ces informations. Je vais appeler à installer des packages FastAI. Donc là, c'est FastAI 2. Hein. Ok, maintenant je vais faire quelques imports de librairie FastAI 2. Donc j'ai la vision. Et puis maintenant, je vais accéder à des images. Alors, ici, vous avez les instructions comment faire. Je vais vous montrer comment faire. Donc là, je vais aller sur Google Images. Admettons que je veuille faire une classification sur les ours, ok, ours noir, ours brun, et puis teddy bear.
Ok. Donc, je vais sur Google Images et puis je vais faire Black Bear, for instance. Blackberries. Oh. Non, ok. Alors, pour s'amuser, on va prendre les teddy bears. Allez. Voilà, donc vous avez tous ces cute teddy bears. Et donc, ce que je vais faire, c'est, donc vous descendez jusqu'à ce que vous êtes satisfait par un nombre d'images. Donc, Google affiche 700 images par page. Donc, voilà, on va s'arrêter là. Et puis, ce que vous allez pouvoir faire, c'est revenir sur votre custom. Et donc, je vais prendre ce JavaScript. Alors, j'utilise Chrome et ce JavaScript ne fonctionne pas très bien sur Chrome. Donc, je l'ai modifié et celui-là fonctionne sur Chrome. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre les liens, il va prendre vos images, il va les stocker dans un fichier. Dans le fichier, j'aurai uniquement la référence à l'image, le lien URL. Donc, pardon, je vais revenir sur mon... Donc, pour faire ceci, vous allez faire avec, on vous l'indique ici, je suis sous un Mac, je suis sur un Mac, donc je vais faire commande OPTJ en Mac pour le faire. Donc, je vais faire commande OPTJ et vous allez arriver sur une console JavaScript. Ne vous inquiétez pas des warnings et je vais faire un copier-coller de ce que j'ai mis là. Là, vous avez le nom du fichier. OK, donc là, je vais dire OK, vas-y. Vous pouvez changer le nom. Et donc, il va le mettre dans le répertoire download. Je vais dire save. Et place. Parce que j'en avais déjà un. Et voilà donc votre fichier. OK. Donc là, vous voyez qu'au début, il met de... C'est pas parfait. Donc au début, je vais enlever ces lignes blanches là. Mais par contre, si vous prenez un lien URL, par exemple celui-ci, normalement, je devrais avoir accès à une image. Alors, je vais vous montrer ça. Ici. Et ça devrait être un teddy bear. Yeah! OK. Voilà. Donc, on est content, on a notre fichier d'image. OK. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est travailler sur notre fichier, notre notebook custom. Donc, admettons que donc là, je vais faire une classification d'images sur les ours. Donc, le black bear, le grizzly bear et le teddy. OK. Pour vous, ça peut être autre chose. Hein. Ça peut être des oiseaux, ça peut être ce que vous voulez en fait. Par contre, il faudra indiquer les classes que vous allez utiliser. Voilà. Et donc là, je vais indiquer mon répertoire. Je vais créer mon répertoire. Donc là, j'ai un caddie pour créer un répertoire. Donc ça, c'est du Python. Si le répertoire existe, eh ben, je ne le crée pas. Donc là, en fait, si je vais ici, vous voyez, je n'ai pas de répertoire. Donc, je vais le créer. Et donc, si je fais un refresh, je devrais avoir data et bears. OK. Donc maintenant, ce que je vais devoir faire, je l'ai fait auparavant. Donc, j'ai fait pour mes 3 classes, j'ai été chercher des images d'ours noir, d'ours brun et de teddy. Et je vais les charger. Donc là, je vais faire un upload. Et donc là, je vais aller ici. Et je vais charger ces fichiers-là. C'est ce que je vous ai montré. Voilà, donc on les a, ils sont tous là. Et donc là, je vais utiliser une loop, une itération for loop. Et donc là, je vais prendre le fichier URLs underscore et je vais aller chercher la classe. Okay. Donc la classe, c'est dans cet objet-là, classiste que j'ai défini auparavant. Donc je vais lancer cette information.
et il va traiter mes images. C'est-à-dire qu'il va créer un répertoire black, un répertoire grizzly et un répertoire teddy. Donc, si je viens ici, je fais un petit refresh. Ok, vous les avez. Bon, je ne vais pas cliquer en dessous. Allez, faisons, soyons fous. Et là, vous avez vos images. Vous pouvez double-cliquer sur une image. Et là, on a un black bear. Ok. Donc, vous n'avez pas besoin d'énormément de données. 200 images suffit, ou même moins, okay, pour faire un test de classification d'images. Maintenant, ce que je vais pouvoir demander au système, c'est que toutes les images qui ont d'analyser les images et toutes les images qui ont un lien foireux, et ben de les enlever. Donc d'abord, je vais constituer les images. Je vais constituer ce qu'on appelle en anglais un array, je ne sais plus comment dire en français, pour stocker les images qui seront foireuses. Okay, donc on va aller dans chacune de ces classes, repérer les images qui sont foireuses et les mettre dans ce répertoire, dans cet array. Voilà, et donc là, je vais voir si j'ai des images foireuses. Donc, je vais pouvoir rappeler cet arrêt. Et là, j'ai eu de la chance. Ça ne sera peut-être pas le cas pour vous. J'ai eu de la chance, je n'avais pas d'image foireuse. Mais c'est... Et donc là, si jamais vous avez des valeurs ici, par exemple 10 images ou quelque chose comme ça, à ce moment-là, vous allez pouvoir utiliser cette instruction qui ne va rien faire puisque c'est vide et qui va en fait supprimer les liens à vos images. Voilà, donc maintenant, je vais pouvoir travailler sur mon data loader. Ok, donc je vais mettre un seed. Ok, donc ça c'est là pour rendre la randomisation prédictive. Et donc là, je vais lancer cette information. Donc là, je vais dire, je m'intéresse. Alors, si vous regardez ici, je peux rajouter une ligne de code ici. Si je fais PAF. Ok, il va savoir que c'est le path, c'est Dataverse. Ok, c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure. C'est ici, mon path. Et puis, il va pointer ici et il va prendre vos images et constituer soit 80% de training data set et 20% de validation set. Okay, et donc là, je vais faire un peu de transformation sur ces images. Je vais les crop, je ne sais plus comment on dit en français, et je vais mettre une petite échelle. Ok, et je vais les retailler, ces images-là. Donc, Bash transform, ces images qui sont dans votre GPU seront transformées sur une taille de 224 pixels. Ok, donc je vais exécuter ce code. Ne vous inquiétez pas, vous avez une information d'avertissement. Ignorez cette information. Et puis, ce que je veux pour dire, mon batch s'appelle comment? Il s'appelle DLS, je crois. Voilà, DLS. Ok, donc je vais pouvoir demander quel est le vocable, quelles sont les classes pour ce batch. Donc là, on va retrouver mes classes que j'avais définies. Ok. Et puis là, je vais demander qu'il m'affiche ces images dans le batch. Et donc, les voilà. Donc, j'ai du Teddy, j'ai du Grizzly, etc. J'ai du Black, j'ai un Grizzly ici. Ok. Maintenant, ce que vous pouvez obtenir d'autres informations par rapport à cet objet DLS. Vous allez pouvoir avoir le vocable. Donc là, c'est mon vocable. Vous allez pouvoir savoir quelle est la longueur du training dataset. Ok. Combien de classes vous avez? Donc là, j'en ai 3. La longueur du training dataset, donc là, j'en ai 448. Oups.
Et là, la longueur du validation dataset, donc j'en ai 112. Okay, donc je vais vous exécuter ça. OK. Maintenant, ce que je vais faire, c'est j'ai maintenant mes images en GPU. Maintenant, je vais pouvoir entraîner le modèle. Donc, le modèle a besoin au minima de votre jeu de données, le data loader. Il a besoin d'un modèle, ResNet 34, et d'une métrique. Donc là, on va prendre un... Donc là, je vais faire ça. Donc là, on le prend de PyTorch, le modèle. Rappelez-vous, c'est un modèle qui a été entraîné sur ImageNet, donc des millions d'images, et que l'on va adapter à votre jeu de données. Donc, on a vu dans le premier notebook Fine-Tune, vous avez aussi une autre instruction qui s'appelle Fit One Cycle et qui va dire combien d'itérations je vais faire sur toute la totalité de mon jeu de données. On appelle ça des époques. Okay, donc, c'est ce que je vais faire. Je vais faire 4 époques et on va voir la perdition au niveau du training loss, du validation loss et combien de temps ça a pris. Vous voyez, c'est assez rapide. Donc, je vais le relancer. Voilà. Donc, vous avez ces informations-là qui sont générées. Et donc, on va voir que finalement, au niveau de votre métrique, on a 0,4% d'erreur. Okay, 4% d'erreur. Okay, donc, ce qui est pas mal. Et on voit donc la progression de l'examen de votre jeu de données en termes de perdition. Donc là, vous voyez qu'au fur et à mesure, ça diminue. Et pareil pour le jeu de validation. Et là, c'est le calcul d'erreur. Donc là, on a 4% d'erreur. Donc, vous n'aurez jamais 100%, hein, ça, je tiens à vous le signaler. C'est plutôt rare parce que, bon, c'est comme ça. Hein, vous n'allez pas avoir 100% de confidence. Et donc là, on va sauvegarder le modèle. Donc là, je vais revenir ici. Et par exemple, ici, je vais pouvoir créer je aurais pu le faire en Python, mais bon, j'ai la flemme. Donc, je vais créer un répertoire qui s'appelle Models. OK. Et donc là, eh bien, je vais sauvegarder le modèle de mon propre jeu de données dans ce répertoire. Donc, si je fais un refresh, voilà. Donc là, les modèles sont sauvegardés en PTH. OK. Alors, vous vous rappelez cette petite information que je vous ai montrée là? Celle-ci. Okay, donc là, on est parti sur un jeu de données qui a été entraîné pas par nous, mais par Facebook, Google, etc. Donc, un gros jeu de données sur 1 million d'images. Et nous, on était intéressés par uniquement réentraîner ce modèle sur notre propre jeu de données. Et là, ce qu'on peut faire avec FastAI, derrière c'est PyTorch aussi, c'est pareil. Donc là, en fait, ce que je vais pouvoir faire, c'est dire, OK, jusqu'à présent, j'avais gelé ces informations-là. OK. Et donc là, ce que je vais faire, je vais dire, maintenant, je vais demander au système qu'il affine encore mieux ce modèle. Et vous vous rappelez l'instruction fine-tune, c'est ce que le système avait fait dans le premier notebook que je vous ai montré concernant la classification d'images. Et ici, en fait, si vous voulez faire un fine-tune de votre modèle que vous venez juste de générer, on va dire, je vais dire au système de travailler sur les couches qui sont spécifiques à mon jeu de données. Okay, et donc, je vais les ouvrir pour que le système fasse je le mot en anglais, computation, ses calculs. Donc, c'est ce qu'on fait ici, computation. Okay. Voilà. Et puis maintenant, je vais demander, ça c'est une information qui est très sympa avec FastAI, c'est que en fait, si vous regardez un jeu de données, alors je ne sais pas si je peux vous montrer ça, on va faire un Google Image.
tel que le système le voit. Voilà. En fait, si vous regardez un jeu de données, vous aurez des sommets et des vallées. Et le but, c'est d'aller au plus bas pour analyser vos données. OK? Donc, c'est ce qu'on va faire. C'est ce qu'on va faire ici. Donc, pour analyser cette information, on va aller chercher un learning rate. Donc, on va dire au système comment il va partir sur ces données. Alors, je reviens sur le custom. Voilà. Donc, normalement, il suffit de renseigner que cette information. Vous n'avez pas besoin de renseigner ça, mais j'ai remarqué avec cette version 2 de FastAI, il faut lui donner un début et une fin pour commencer sur le learning rate. Donc, c'est pas grave, je fais ça. Et pourquoi je fais ça? Parce que je veux avoir un graphe sur vos données. Donc là, il va analyser vos données et il va essayer de trouver le meilleur taux d'apprentissage pour analyser vos données. Voilà. Et donc, vous voyez, on a ce genre de graphe. Et alors, ici, vous avez la perdition. Et ici, vous avez le learning rate. OK? Donc, c'est une mesure. Et donc, pour choisir un bon learning rate, il ne faut surtout pas aller ici. C'est beaucoup trop. Là, on va sur un pic. Okay? Donc, il faut aller vers le plus bas. Donc, on peut dire, par exemple, ici, 10-4. Okay? En anglais, on dit one in egg 4. 1-4. Okay? Donc là, je vais dire, je vais peut-être simplement dire, je vais faire un fit one cycle. Donc là, on avait fait, rappelez-vous, on avait fait, avant le freeze, on avait 0,4% de taux d'erreur. OK? Et puis là, cette fois-ci, j'applique un learning rate. Et donc là, vous allez pouvoir utiliser ces valeurs-là que vous avez ici. Ou alors, je vais pouvoir dire one in egg 4 to... je vais simplement utiliser one in egg 4. Donc là, ici, vous avez combien d'époques vous allez faire, combien d'allers-retours sur votre jeu de données vous allez faire. Et ici, vous avez le learning rate. À partir de quelle valeur je commence et à partir de quelle valeur je vais terminer. Donc au début, on va commencer, à la limite, au début, il n'y a pas grand-chose à changer parce que vous vous rappelez, c'était les images, le modèle qui a été entraîné sur... et donc là, je vais m'arrêter à peu près là. Donc là, je vais dire, OK, ici, à partir d'ici, vers la fin de l'entraînement, tu vas utiliser ce taux d'apprentissage. Alors, j'y vais. OK, et vous voyez qu'on a déjà, simplement après uniquement 2 cycles, on a déjà un meilleur taux d'erreur. Donc, c'est 2%, alors qu'avant, on avait 4%. OK. Donc, on peut sauvegarder le modèle. Donc, maintenant, j'ai un répertoire modèle dans lequel j'ai stage 1. Et donc, je vais sauvegarder ce nouveau modèle qui est cette fois-ci beaucoup plus judicieux pour moi. Voilà. Maintenant, on va passer à l'interprétation. Donc, je vais recharger le modèle si c'est nécessaire. Et ensuite, je vais demander une interprétation. Et je vais demander le fameux confusion matrix. Donc, on a correctement identifié 4. Donc, la valeur actuelle, c'est Black Bear. Il y en a 43 et
et on a donc en prédicté, on a 43. Pareil pour le Grizzly et le Teddy. Et là, j'ai la valeur actuelle, c'est un Grizzly, mais en fait, le système a détecté que c'était un Black Bear. Donc là, il y a un problème et c'est à peu près tout. Donc, je n'ai pas grand-chose en erreur. Et donc là, ben, je peux demander qu'il m'affiche les top losses. Voilà. Et donc, vous voyez le Black et Grizzly. Donc là, on a le système est confident, c'est 93. Et en fait, c'est un... Donc, le système a détecté, pardon, en prédiction, c'était un ours noir. En fait, c'est un ours brun. Et la confidence est assez élevée. Et donc, la perte aussi élevée. OK. Vous avez la possibilité de nettoyer vos images. Je ne vais pas aller dans cette section-là, je vous laisserai la regarder. Ça ne marche pas avec Colab, donc ça simplifie les choses. Je l'ai testé avec Amazon et ça marche bien, mais bon. En fait, on utilise des widgets, ce qu'on appelle, donc, et il ne fonctionne pas très bien avec... Alors, comment on met un modèle en production? Eh bien, déjà, il faut l'exporter. Donc, je vais l'exporter dans le répertoire modèle. Donc, c'est un fichier Pickle. Donc, je devrais avoir cette information-là. Voilà, Bears Pickle. Et puis, ce que je vais pouvoir faire, c'est quand votre modèle est en exploitation, vous n'avez plus besoin de GPU. Vous pouvez très bien utiliser que de la CPU. Okay? Donc, c'est ce que je vais faire ici. Je vais dire que le device, ça sera de la CPU et non pas de la GPU. Je vais chercher un fichier, donc je vais me créer un répertoire inférence. Je vais le mettre ici, et puis je vais créer un new folder. Ok, et là je vais charger upload, je vais charger teddybear.jpg. Donc je vais ici, et je vais prendre teddybear.jpg. Ok, donc si je fais ça, maintenant ça va passer. Maintenant je vais l'ouvrir. C'est un gros fichier, et voilà le teddybear. Ok. Alors maintenant, je vais lui demander, eh bien tiens, essaye de voir, donne-moi une prédiction sur cette classe. Ok. Donc, je vais charger mon modèle exporté. Et puis, je vais demander qu'il me donne la classe par rapport à ce fichier-là. Okay. Voilà. Et il m'a dit que c'est un Teddy. Ok. Donc, j'ai une information sur la classe. Alors, on verra la mise en production la fois prochaine. Vous avez donc dans FastAI, si je fais ceci, des conteneurs qui vont vous permettre de faire ceci. Donc, je vais vous montrer ça. Donc là, ici, vous avez un onglet production. Et dans production, ce que j'avais utilisé la dernière fois, c'était celui-là, je crois. Et donc, on vous dit comment faire. Okay, vous avez toutes les instructions pour mettre déployer votre modèle en production. Alors, je peux vous montrer peut-être des exemples. Moi, la dernière fois, il faut payer parfois, c'est pas toujours gratuit. Donc, j'avais arrêté mon abonnement, mais je peux vous montrer peut-être des exemples de personnes qui ont utilisé FastAI et ont déployé leur FastAI déploiement. Je vais utiliser Render, là, je me rappelle.
Où est-ce que je pourrais vous montrer ça? Peut-être qu'on aura un lien dans ce document sur ce qu'elle a déployé. Je sais qu'il y avait un Français qui avait fait sur différents types de pain, je crois. Bread. Moi, je l'avais fait sous l'été d'hiver. Au fait, ici, je suis sur le forum FastAI. Et là, en fait, vous avez donc des instructions. Vous pouvez faire une recherche dans le forum FastAI. Je vous ai donné les liens pour le faire. Je vais regarder leur GitHub repository. Bon, enfin, je ne le retrouve plus ici, mais bon, ça, on le fera la prochaine fois. Voilà, j'ai terminé pour cette session. Est-ce que vous avez des questions? Je vais vous êtes tous en mute, donc si vous voulez me parler ou envoyer un message, faites-moi signe. Donc, pour rappel, les notebooks, ils sont sur mon répertoire GitHub. La session est enregistrée, donc je vais essayer de créer une chaîne YouTube pour la charger. Et puis, donc, vous avez l'accès au notebook que l'on a vu ensemble ici. OK? Donc, pour rappel, si vous voulez utiliser, si vous utilisez Colab, je vous remonte ceci. Vous allez faire Google Colab. Je vous recommande de vous inscrire en Google Colab, à Kaggle et puis à GitHub si ce n'est pas encore fait. Google Colab. Et donc là, ce que vous allez pouvoir faire, c'est accéder à GitHub. Et puis donc, vous allez prendre le lien URL que je vous donne. Celui-ci. Que vous mettez là. Et vous allez faire une recherche. Et donc là, ben, vous allez pouvoir, par exemple, celui dont on a parlé là, vous allez pouvoir l'ouvrir dans Google Colab. Alors faites attention, assurez-vous de faire une copie à chaque fois. OK? Donc là, vous allez pouvoir faire File, Save Copy in Drive. Je vais l'ouvrir dans un autre onglet. Et là, vous êtes prêt à faire votre classification d'images, à télécharger des images, etc. Mais avant de passer directement à la pratique de ceci, j'aimerais que vous vous appropriez celui-ci, ok? Computer, pas celui-ci, celui-ci. Bon, enfin bref, que vous vous appropriez celui-ci. Ok? Là, c'est pour vous expliquer ce qu'est un notebook. Là, c'est pour
la méthode de faire la vision par ordinateur. Et là, c'est votre propre méthode à vous par rapport à vos propres images. Ici, on utilise un jeu de données universitaire. Ici, c'est votre propre jeu de données. Avez-vous des questions? Alors, j'ai une question. Quelle est la différence entre PyTorch et FastAI? Donc, FastAI, c'est un wrapper de PyTorch. OK. L'avantage d'utiliser FastAI, c'est que vous n'avez pas à vous coller plusieurs lignes de code pour faire quelque chose. On vous facilite la tâche pour rapidement générer un jeu d'essai, un jeu de données et le traiter par l'apprentissage machine. Donc, c'est l'avantage de FastAI. Un autre avantage de FastAI, c'est que c'est aussi un organisme de recherche, FastAI. Et donc, ils vont en fait utiliser les dernières avancées au niveau technique, au niveau d'un package comme PyTorch, pour améliorer les traitements. Le lien Slack, oui, je vais vous le donner. Donc, le lien Slack, je vais vous donner la présentation aussi que je vous ai faite là. Donc, le lien Slack, c'est celui-ci. Est-ce qu'il est ici? Donc là, en fait, la manière dont ça marche, c'est que vous avez un lien d'invitation. Qui est celui-ci. Alors, je vais essayer de vous le donner dans le chat. Et donc, vous allez renseigner votre email ici. Je me déballe tout. OK. Vous allez renseigner votre email ici. Et on va vous donner une information dans votre boîte de réception. Et à partir de votre boîte de réception, vous allez pouvoir vous connecter à Slack. Alors, j'ai deux environnements Slack. J'ai un environnement français que je viens de créer, mais j'ai aussi un environnement chinois, enfin, c'est en anglais, hein. Un environnement à Shanghai, que je retrouve. Je vous l'ai donné là dans la présentation, en fait. Je reviens sur ma présentation, dans les liens. Qu'est-ce que c'est? Ici, vous avez l'environnement en chinois. Pardon, à Shanghai. Désolée. Donc, celui-ci est plus fourni en termes de... Donc, pour ceux qui connaissent Slack, je ne sais pas, certains d'entre vous, donc je vais regarder. Je vais vous montrer ça. C'est votre support pour ce groupe. Donc, n'hésitez pas à... Donc, ça se constitue de chaînes. Et donc là, je vais télécharger le fichier PDF de la présentation. Je vais vous donner le lien pour l'accès à GitHub, ici. Et puis, vous allez pouvoir me poser des questions, vous créer votre équipe, etc. Allez dans la chaîne Team. Et si vous voulez, donc là, au fur et à mesure, je vais rajouter des chaînes. Donc, pour l'instant, j'ai la leçon 1. Je vais ajouter une autre chaîne pour la leçon 2, etc. Et ça sera donc, si vous faites bouton droit, vous pouvez parcourir ces chaînes, en fait. Donc, voilà, j'ai tout, en fait, donc c'est facile. Mais sinon, vous allez pouvoir parcourir. Je vais vous montrer le FastAI Shanghai.
Et donc là, vous voyez qu'il y a beaucoup plus d'informations les informations sont en anglais, donc voilà. Et puis on a des projets de deep learning ici, avec différents exemples. Alors, quand on parle de computer vision, souvent on pense à des images, mais ça pourrait être du son aussi. Okay, un son est aussi une image. Donc, vous pourriez faire ce genre de choses. Vous avez aussi un exemple de radiologie avec FastAI, etc., etc., etc. Ok. Vous avez des cheat sheets qui vont vous permettre de savoir pas mal de choses sur le deep learning, les différentes architectures, etc., etc. Et donc ici, quand vous êtes si vous enregistrez dans ce groupe-là, vous allez pouvoir faire, je peux commencer déjà. Vous allez pouvoir faire un browse. Voilà, j'ai terminé pour cette session. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me pinguer. Désolée pour le téléphone. Je vais laisser. Donc, je pense qu'on pourrait se réunir peut-être, je ne sais pas, parce qu'il y a des vacances, là, certains d'entre vous partent en vacances. Je peux proposer une autre session FastAI la fois prochaine, je ne sais pas, peut-être dans 1 semaine ou 2 semaines. Et puis voir si vous pouvez me contacter aussi. Hein, je vous ai donné mes contacts dans le fichier de présentation. Et vous pouvez donc, le but, ce serait vraiment durant le temps libre que vous avez, de vous constituer votre propre classification d'images, avoir un bon résultat en termes d'inférence, et puis ensuite, on va pouvoir éventuellement le mettre en production sur un environnement. Bon, les environnements sont payants, c'est pas très cher, mais c'est pour vous montrer. Éventuellement, j'en achèterai, je prendrai un environnement pour vous montrer comment ça se fait. Voilà. D'autres questions? Non? Bon, ben, j'attends encore un petit peu. Si vous avez des questions, je suis disponible et puis on va terminer là. J'espère que ça a été productif pour vous. La librairie FastAI est aussi en production. Vous avez des sociétés qui l'utilisent. FastAI, c'est l'équivalent de TensorFlow pour PyTorch, si vous voulez. Ou Keras, pardon. Keras pour PyTorch, pour ceux qui connaissent ces types d'environnement. Voilà. Je vous dis au revoir. Si vous partez en vacances, bonnes vacances. Et mettez à profit cette leçon par votre propre jeu de données. Au revoir.